Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue la boîte investigateur de la campagne Les Clés Écarlates et aujourd'hui on va faire la première des deux vidéos sur les cartes neutres avec le flingue hyper physique et la ceinture porte-outils. Alors le flingue hyper physique, c'est la carte personnalisable de la classe neutre. C'est donc un soutien qui coûte 4, qui occupe un emplacement de main, qui a les traits objet, relique, arme et arme à feu, personnalisable, utilisation 4 éthers. S'il n'y a pas d'éther sur le flingue hyper physique, défaussez-le. Action, dépenser un éther, résolvez la capacité émanation de la forme actuelle du flingue hyper physique. Action rapide, inclinez le flingue hyper physique, changez sa forme pour une que vous avez débloquée sur sa fiche amélioration. Alors, des commentaires très détaillés. Allez, on va commencer par un truc. Ça, le trait objet, ça se tutore avec le sac à dos. Très bien. Ça, le trait relique, ça se tutore avec le docteur Eli Horowitz. Et d'ailleurs, comme c'est une relique, on peut payer son coup avec antiquaire, et quand il faudra faire des tests, on en parlera plus tard, avec le... le fusil ? Le flingue ? Oui, le flingue. Eh bien, on pourra gagner des bonus. Il se défausse automatiquement quand il n'a plus d'utilisation. Et bien si vous y avez accès, vous pouvez utiliser récup de niveau 2 pour le faire revenir en jeu quand il est vide. Et enfin, oui, voilà, si vous jouez William Yorick, vous pouvez le rejouer depuis votre défausse après avoir vaincu un ennemi. Voilà, bon maintenant, concrètement, l'effet du flingue tel quel, il n'y en a pas. La carte telle quelle, non, parce qu'elle vous permet de résoudre une capacité émanation, mais les capacités émanation sont sur la fiche d'amélioration. Et l'action rapide, on change sa forme d'une forme débloquée à une autre forme débloquée. Donc, telle quelle, quand vous achetez la carte, que vous la mettez dans votre deck, elle ne fait rien. Il faudra la personnaliser et donc dépenser de l'XP pour qu'elle ait un effet. Donc c'est une fausse carte de niveau 0. Du coup, on va voir à quoi sert la personnalisation. Tiens, c'est bizarre. Voilà, donc, première amélioration, tir précis, coup de 2 croix. Le flingue hyper physique a cette forme, émanation, combattre. Oui, j'ai bugué, donc, à cette forme, émanation, combattre, attaquer avec n'importe quelle compétence, cette attaque inflige plus 1 dégât. Et ça, j'ai mis que c'était pour un combattant. Alors je vais peut-être commencer par dire, en fait, les 3 premières, ça vous dit combattez, enquêtez ou échappez avec la compétence de votre choix. Autrement dit, vous choisissez votre meilleure compétence, et ça devient également votre compétence de combat ou votre compétence d'enquête, ou votre compétence d'évasion. Et en plus, il y a un bonus. Voilà. Donc, tir précis, évidemment, c'est pour combattant. La deuxième, scan distant. Le flingue hyper physique a cette forme, émanation enquêter. Enquêter avec n'importe quelle compétence. En cas de réussite, découvrez un indice dans n'importe quel lieu révélé à la place de votre lieu. C'est de l'enquête et on peut enquêter à distance. Téléporteur, toujours pour 2 croix. Émanation échapper à. Tentez de vous échapper avec n'importe quelle compétence. Avant ou après cette tentative, vous avez le droit de déplacer un investigateur ou un ennemi non élite de votre lieu vers un lieu connexe ou vice versa. Évadeur, alors j'ai mis pour trio. Encore une fois, comme je le dis, en solo, forcément, on est dans un seul lieu. En duo, moi généralement mes 2 investigateurs restent ensemble. Et c'est en trio qu'à un moment donné, j'ai des investigateurs dans 2 lieux et que je peux être intéressé par l'idée de déplacer un ennemi du lieu où il y a le polyvalent vers le lieu où il y a les spécialistes, ou vice versa. Voilà.
Le suivant, annihilateur de réalité pour 2 croix. Le flingue hyper physique a cette forme, émanation, effectue un test avec n'importe quelle compétence de difficulté 3. En cas de réussite, défausser une traîtrise non faiblesse en jeu et qui n'est pas attachée à un ennemi élite. Ça c'est pour gestionnaire de deck de rencontre, et maintenant que j'y pense, il y a une carte de ce genre-là, je vais essayer de la retrouver. C'est dans le renouveau, c'est une carte survivant dans le renouveau hop, je crois que c'est dans le renouveau du cercle brisé. Non. Donc ça doit être dans le renouveau de la civilisation oubliée. Si c'est pas là, j'arrête de chercher. Voilà, c'est modifier la destinée. Voilà, choisissez des fossés du jeu, une traîtrise non faiblesse qui n'est pas attachée à un ennemi élite. Et du coup, bon, là que je retrouve la ligne, défausser des traîtrises non faiblesse, porte verrouillée. Comme ça, vous pouvez de nouveau enquêter dans le lieu. Ça va pouvoir être paralysé par la peur. Vous allez arrêter de perdre des actions, etc., etc. Bon, c'est toujours intéressant. Je trouve qu'il n'y a pas plus à en dire. Voilà. La suivante, toujours pour 2 croix, façonneur de matière. Choisissez un soutien de votre main et effectuez un test avec n'importe quelle compétence de difficulté X. X étant le coût de ce soutien. En cas de réussite, jouez ce soutien gratuitement. Pas grand chose à en dire. Si vous avez des soutiens chers et que vous pensez pouvoir réussir vos tests de compétences, c'est intéressant pour économiser des ressources. Comme c'est un test de difficulté non nulle, évidemment en expert, ça va être plus dur. Évidemment, c'est pas le genre... ça va plutôt se mettre dans un deck qui réussit facilement les tests, pas dans un deck survivant qui essaie de se mettre juste au-dessus de la difficulté et de réussir avec ses chanceux si nécessaire. Évidemment, dans un deck qui génère facilement des ressources, c'est moins intéressant. Bon, voilà. La suivante, lien éthérique pour 4 croix, le flingue hyper physique entre en jeu avec 2 éthers supplémentaires. C'est 50% d'utilisation en plus, mais bien évidemment, les utilisations viennent des autres améliorations que vous avez choisies. Donc le lien éthérique en lui-même ne sert à rien. Il faudra par exemple payer tir précis et lien éthérique pour avoir le droit de faire 6 tirs. Alors, plus d'utilisation, ça sert si c'est le seul moyen que vous avez de faire, d'avoir d'autres utilisations. Non, je reprends. Donner des utilisations supplémentaires en dépensant 4 XP, c'est intéressant si vous n'avez... C'est d'autant plus intéressant si vous n'avez pas d'autres moyens de regagner des utilisations. Donc ça va être en priorité pour un deck qui ne peut pas récupérer le flingue une fois qu'il est arrivé à court d'utilisation et qu'il a été défaussé. Dans un deck qu'il remet en jeu avec récup ou dans un deck William Yorick, c'est probablement une dépense excessive. Et enfin le dernier, configuration optimale pour 4 croix. Tant que vous utilisez une capacité émanation, vous gagnez plus de votre valeur de compétence. Vous êtes meilleur. Voilà, ça vous coûte 4 XP, mais vous êtes plus efficace. Alors, comme c'est une carte personnalisable, rappel, l'XP vous payez, vous payez 1 XP chaque fois que vous faites une croix, peu importe le nombre de copies que vous avez. Donc, configuration optimale, plus 2, vu qu'il y a 4 éthers sur la carte, et que vous pouvez en mettre 2 exemplaires dans votre deck, alors la carte est unique, donc on peut en avoir qu'un exemplaire en jeu à la fois, mais vous donnez plus 2 en dépensant 4 XP, c'est plus 2 pour chacune des 8 utilisations possibles. Et évidemment, si vous arrivez à récupérer le flingue depuis la défausse, ça peut être beaucoup plus. Voilà. Alors rappel pour toutes les émanations, on choisit
la compétence que l'on souhaite. Et ben j'ai regardé, voilà, les investigateurs qui ont 5 de volonté. Pour le moment, aucun investigateur de base n'a plus que 5. 5 c'est le maximum, donc qui a le plus d'intérêt à utiliser sa volonté? Sans surprise des mystiques, Agnès, Akashi, Dexter, Jacqueline et Gloria. Alors un petit instant. Voilà, la volonté, ce sont ces investigateurs-là. L'intelligence, sans surprise quasiment que des chercheurs, Daisy, Mandy, Norman, Harvey et Darrell, le seul non-chercheur. Pour le combat, essentiellement des gardiens, Mark, Daniela, Nathaniel et Tony Morgan, le seul non-gardien. En agilité, essentiellement des truands, voilà, et Rita. Donc Rita, Montré, Kimani, Winifred. Et voilà. Voilà, et maintenant on va voir les combinaisons d'amélioration. Je vais mettre à jour la feuille, voilà. J'en ai noté qu'une. Si vous choisissez une émanation plus lien éthérique plus configuration optimale, ça vous coûte 10 XP et vous avez 6 utilisations de l'émanation à compétence plus 2. Voilà. Donc l'émanation, ça va être par exemple combattre. J'ai dit quoi ensuite? Lien éthérique, ça vous donne les 2 éthers, donc 6 éthers par carte. Configuration optimale, vous avez plus 2, donc vous combattez avec votre compétence la plus élevée et un bonus de plus 2 pour infliger un dégât. Alors, juste avant de lancer la vidéo, je pense à un truc que je n'avais donc pas préparé. Je vais le préparer maintenant. Alors, moi je n'aime pas cette carte-là. Je n'aime pas du tout cette carte-là. Je mentionne de temps en temps la chaîne The Whisper in Darkness, et les 3, bon actuellement ils sont que 2, mais les 3 présentateurs ont un classement des cartes, et avec des pions du chaos, et pour certaines cartes ils donnent un pion maudit. Ce pion maudit veut dire soit cette carte est trop forte pour le bien du jeu, soit il y a un problème de conception avec cette carte, mais de façon plus globale, la carte est mauvaise pour le jeu. Alors ils n'ont pas encore fait leur vidéo sur le flingue hyper physique. Je suppose qu'ils vont mettre un pion maudit pour cette carte, mais si j'utilisais leur système de notation des cartes, moi c'est ce que je ferais. Parce que Arkham, l'idée c'est on a un investigateur qui a des points forts, qui a des points faibles, et il faut compenser. Par exemple, vous avez un gardien, il a 5 en force, mais seulement 2 en intelligence, donc il va avoir du mal à faire les enquêtes, et il va falloir gagner des indices autrement, Grete Wagner, scène de crime, etc., etc. Le flingue hyper physique, il vous dit, t'as une carte qui te permet de faire ce pourquoi t'es naturellement mauvais avec la meilleure compétence. Et dans certaines de mes vidéos, tiens d'ailleurs, je vais me prendre une petite note, voilà, pour ma fameuse vidéo sur le mode expert, dont je parle depuis des mois. Oui, donc voilà, il faut... on va avoir un investigateur qui est très bon en combat mais mauvais en enquête, et il va falloir trouver des indices sans utiliser sa valeur d'intelligence. Et ben le flingue hyper physique, il dit ben non, si t'as une mauvaise valeur d'intelligence, tu enquêtes avec ta force. Et en plus de ça, si on joue un deck de gardien et que son point fort c'est le combat, et ben on va pouvoir lui mettre, donc prenons l'exemple de Mark Harrigan que j'adore, on lui met comme allié le flic en patrouille, ça fait un bonus de 1 en force, on lui donne Grete Wagner, ça fait un bonus de 1 en force, éventuellement on peut lui donner l'as d'épée, le tarot, encore un, bonus en force, il monte à 8 en force, plus ses autres bonus, et avec le flingue hyper physique, il va dire, j'enquête avec ma force, de 8.
Donc il combat avec sa machette, dans une main il a la machette, 5 de base, les 3 bonus, le bonus de la machette, donc il combat à 9, et il enquête avec le flingue, à 8. Je sais pas, je trouve que ça casse un peu l'intérêt du jeu. Et si on regarde dans les commentaires, voilà, la carte, selon cette personne-là, selon The Wall, eh ben c'est la meilleure carte de toute la boîte. Bon, il y a beaucoup de détails. Voilà, je vous laisserai lire. Mais c'est vrai que cette carte-là fait de tout le monde un polyvalent. T'es mauvais en agilité, avec le flingue hyper physique, tu peux devenir bon pour t'échapper. T'es mauvais en combat, avec le flingue hyper physique, tu deviens bon. Qu'est-ce qui reste? T'es mauvais en enquête, avec le flingue hyper physique, tu deviens bon. À la limite, il y a que pour les investigateurs qui ont comme ligne de stats 3, 3, 3, 3 que c'est quelconque. Ok, moi de toute façon, je n'aime pas cette ligne de stats. Alors oui, j'ai pas mentionné, mais si vous prenez 2 de ces 3 émanations, vous devenez polyvalent dans le sens où vous pouvez faire les 3. Je reprends l'exemple de Mark Carrigan, s'il prend scan distant et téléporteur, il devient bon en combat, en enquête et en évasion. Mais il n'y a pas besoin d'en prendre 2. Je veux dire, si vous êtes bon en combat, vous n'avez pas besoin d'être également bon en évasion. Et vice versa. Il y a un truc, oui, c'est que le flingue hyper physique, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite par tour, je veux dire. Tant que vous avez des éthers, vous pouvez l'utiliser. Donc, Daisy, par exemple, elle met ça dans son deck, elle le joue, et elle dit, première action, tir précis, je combats avec mon intelligence, si je réussis, je fais 2 dégâts. Deuxième action, pareil, troisième action, pareil. Alors, il y a seulement, comme limitation, l'action rapide, c'est-à-dire qu'il faut l'incliner pour changer de forme, par exemple pour passer de tir précis à scan distant. Donc on ne peut le faire qu'une fois, une seule fois on peut changer de forme. Donc vous commencez avec le flingue en mode tir précis, vous achevez votre ennemi, vous le passez en scan distant, maintenant vous pouvez l'utiliser pour enquêter, et ben voilà, c'est bon, et le tour suivant, et ben vous l'inclinez pour passer de scan distant à tir précis, vous achevez l'ennemi, vous pouvez pas repasser en scan distant, ben c'est qu'une petite perte de tempo, hein. Le fait de pouvoir résoudre les capacités avec sa meilleure compétence, c'est tellement intéressant que ne pas pouvoir changer en permanence, c'est même pas un inconvénient mineur, ce n'est pas un problème. Et je sais pas si je me souviens plus si j'ai insisté beaucoup dessus, le combat qui n'est pas limité par tour, c'est à plus 1 dégât, c'est pas du combat, c'est pas simplement combattez avec votre meilleure compétence, c'est combattez avec votre meilleure compétence et faites 2 dégâts à la fois. Comme si vous aviez une machette, enfin une meilleure machette sans la limitation de la machette, mais utilisable avec votre valeur de compétence préférée. Pour le scan distant, vous enquêtez, vous prenez l'indice où vous voulez. Donc vous restez dans le lieu avec valeur occulte 1 et vous prenez les indices dans le lieu avec valeur occulte 6. Il n'y a pas besoin que les lieux soient connexes, il n'y a pas de limite de distance, c'est de n'importe où à n'importe où. Je pense par exemple à Luke Robinson et son portail onirique. Voilà, le portail onirique, dans le bon sens, il a 1 de valeur occulte. Ouais, que je me trompe pas, ouais, c'est ça, il a 1 de valeur occulte. Vous allez dans le portail onirique, voilà. Voilà. La carte également, qui n'a pas de limite d'utilisation par tour, qui peut vous faire tout faire avec votre meilleure carte de compétence, on peut la ramener en jeu. Il y a certaines cartes, on regrette de ne pas pouvoir les défausser.
elle se défausse toute seule. Tout ce qu'on a à faire, c'est avoir un peu de récursion depuis la défausse. Ah oui, je l'ai pas mentionné plus tôt, mais objet, ça permet de la tutorer. Relique, ça permet de la tutorer. Arme, ça permet également de la tutorer. Et je ne crois pas qu'il y ait des choses spécifiques à arme à feu. Mais, est-ce que modification, ça marche? Modification sur mesure, une arme à feu, oui, on peut le mettre sur le flingue hyperphysique. Voilà, donc on peut améliorer, on peut modifier son flingue hypersonique pour changer le pion KO. Le viseur cranté va vous servir. La crosse allongée va vous servir si vous utilisez le flingue pour attaquer et que vous le faites avec votre force. Si contrepoids va vous servir si vous voulez mettre d'autres améliorations sur le flingue. Poignée de cuir, pourquoi pas. Chargeur agrandi, non, parce que vous mettez pas de munitions dessus. Et balle en mercure vous servira. Donc le flingue, on peut encore l'améliorer. Alors j'avoue, la carte est pour moi tellement folle, tellement dégénérée que j'ai moins fait de recherche d'interaction et de combos que pour les autres cartes, parce que moi c'est une carte, encore une fois, je la trouve trop puissante, je la trouve inintéressante à jouer, et donc je pense que je ne la jouerai jamais. C'est un petit peu comme la clé 10, voilà. La clé 10, elle vous dit, si vous débrouillez bien, vous avez +3 à toutes vos valeurs de compétences. Voilà. C'est facile à gérer, l'inconvénient n'en est pas trop un, et vous avez un énorme bonus, voilà. Alors il y a des gens qui la jouent, c'est leur choix, chacun joue les cartes qu'il veut, mais moi je n'ai jamais trouvé intéressant de jouer la clé 10. Le flingue hyperphysique, c'est un peu pareil. Et donc oui, ce que j'avais préparé tout à l'heure, imaginons vous faites un deck Agnès Baker. Et je vais conclure là-dessus. Vous faites un deck Agnès Baker, donc elle a 5 en volonté de base, elle a accès aux cartes survivantes jusqu'au niveau 2. Et elle a son effet, après qu'une horreur est placée sur elle, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Et Agnès Baker, vous lui donnez des sorts d'enquête. Donc elle a son 5 de volonté de base, Peter Sylvestre de niveau 2, elle passe à 6, le tarot ou le pendentif, elle gagne encore un +1, elle est à 7, et encore une carte, voilà, par exemple si elle prend le tarot et le pendentif, elle monte à 8. Donc avec ses sorts d'enquête, elle va enquêter à 8 contre la valeur occulte du lieu. Une fois que ses sorts d'enquête sont au niveau... je sais plus, je crois que c'est à partir du niveau 4 de mémoire, elle a un autre +2 pour ses enquêtes. Donc elle va enquêter à 10 contre la valeur occulte du lieu. Ok. Elle va prendre le flingue hyperphysique et elle peut lui donner donc la configuration parfaite, tir précis plus lien éthérique plus configuration optimale. Elle est même pas obligée de prendre lien éthérique. Mais quand elle veut combattre, elle combat avec sa volonté, donc 8. Elle a un +2, donc en fait elle combat avec 10. Et elle fait les dégâts 2 par 2. En une action, si elle réussit son test, 2 dégâts. Éventuellement, elle met dans son deck des cartes qui lui infligent des horreurs pour pouvoir mettre des dégâts sans test. Donc elle est très efficace en combat. Et en enquête, comme je l'ai dit juste avant, elle va enquêter à 8 contre valeur occulte, voire 10 contre valeur occulte. Et, elle a accès à récup. Une fois de temps en temps, elle réussit avec une différence de 2 ou plus, elle incline récup et elle remet en jeu une copie du flingue hyperphysique qui était dans sa défausse. En payant 4 ressources, certes, mais, pour rappel, alors c'est dans la boîte de base, c'est connaissance interdite. Voilà, connaissance interdite, action rapide, inclinez connaissance interdite et subissez une horreur.
l'horreur vous la mettez sur Agnès, ça inflige un dégât à un ennemi. Déplacez un secret de connaissance interdite vers votre réserve de ressources en tant que ressource. Connaissance interdite vous génère 4 ressources, ça vous paie un flingue. Donc vous avez Agnès Baker, vous faites un deck avec essentiellement des sorts d'enquête, vous mettez des cartes pour booster au maximum sa volonté, 2 copies du flingue physique, une copie de récup, voilà, et puis voilà, vous avez Agnès Baker qui fait ses enquêtes et ses combats avec sa super volonté. Alors, comme elle est mystique, certes, elle pourrait faire ça avec des sorts. Sauf qu'elle a 2 emplacements d'arcane, et les sorts, si on veut qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils aient des charges. Les sorts, les capacités de tutorage sont pas aussi bonnes. L'initié aux arcanes, elle va chercher que sur 3 cartes. Une fois que les sorts sont dans un des fosses, c'est dur de les récupérer. Là, vraiment, elle a un objet qui rend son combat extrêmement efficace. Enfin, je dis le combat, ça me semble être le meilleur choix des 3 pour elle. Et elle peut, comme en plus pour le deck de rencontre, la plupart des tests c'est de la volonté, on peut dire je joue Agnès Baker, je mise absolument tout sur la volonté. Et je trouve pas ça fantastique. Alors je le mentionnais plus tôt, William Yorick c'est un peu pareil, parce que lui c'est quand il vainc des ennemis qu'il va pouvoir rejouer le flingue. Donc lui dans une main il va mettre son arme, par exemple la machette, et il va combattre avec sa volonté de 4 améliorée par d'autres cartes, et probablement le flingue il l'utilisera pour enquêter, avec sa valeur de force de 4 modifiée. Donc voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Le flingue hyper physique, il est extrêmement efficace si vous faites un deck pour l'utiliser dans un but très précis. Enfin, je veux dire, pour utiliser soit pour le faire soit combattre, soit enquêter, soit échapper. Et c'est tellement efficace que je vois pas l'intérêt de le jouer. On passe à la carte suivante. Alors, deuxième carte, la ceinture porte-outil, un soutien de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe l'emplacement de corps, ça c'est rare, traits, objets et vêtements. Chaque soutien attaché n'occupe aucun emplacement et perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, à l'exception des traits. Action rapide, inclinez la ceinture porte-outil, choisissez une option, attachez à la ceinture porte-outil un soutien outil qui se trouve dans votre zone de jeu, échangez un soutien outil de votre zone de jeu contre un soutien attaché, ou détachez un soutien attaché. Comme d'habitude, un certain nombre de commentaires. Alors, on a donc une carte qui... Alors, il y a une limite de 1, ok c'est ça. Cette carte-là vous permet de lui attacher un soutien outil qui perd tous ses emplacements et qui perd tout son texte, donc il sert plus à rien. Mais vous pouvez le conserver sans qu'il prenne d'emplacement. Voilà. Ça rappelle un petit peu la carte signature de Joe Diamond, les Colt 1911 de détective, voilà, qui occupent les 2 emplacements de main et qui vous disent jusqu'à 2 soutiens outils que vous contrôlez ne prennent pas d'emplacement de main. La ceinture porte-outil va entrer en conflit avec la bandoulière. Notamment, dans les decks Joe Diamond, la bandoulière de niveau 2 faisait une combo amusante, c'est-à-dire que bandoulière, ça prend l'emplacement de corps et ça donne 2 emplacements de main spécifiquement pour des armes. Les colts occupent 2 emplacements de main et ont le trait arme. Donc, bandoulière te dit les 2 colts ne prennent pas d'emplacement de main. Enfin, les 2 colts, la carte colt. La carte colt ne prend pas d'emplacement de main. Et la carte colt te dit que 2 soutiens outils ne prennent pas d'emplacement de main. Donc, t'as tes 2 emplacements de main normaux et t'as emplacement de main illimité pour 2 soutiens outils.
Et comme ça, tu peux toujours d'ailleurs, j'aime pas tutoyer les gens dans mes vidéos, et comme ça, donc, on peut avoir bandoulière, colt, et ensuite, loop, kit à empreinte digitale et lampe torche. Tout ça simultanément. Voilà. Bon, alors ceinture porte-outils, concrètement, les outils, il y en a un petit nombre. Alors, je vois le premier, c'est amusant, étui pratique. C'est amusant parce que la plupart des outils occupent un emplacement de main, mais là, on a une carte qui occupe un emplacement de corps. Alors bien évidemment, on ne pourra pas combiner les deux. Parce que la ceinture porte-outils, on peut utiliser sa capacité sur un soutien qui est déjà en jeu. Donc il faut d'abord jouer l'outil, puis jouer... Enfin, comment formuler ça ? Non. À un moment donné, j'ai la ceinture porte-outil ou l'outil en jeu, puis je vais attacher l'outil à la ceinture pour que l'outil ne prenne plus d'emplacement, et maintenant je peux jouer une carte supplémentaire qui occupe l'emplacement libéré par l'outil grâce à la ceinture porte-outil. L'étui pratique, comme il occupe également un emplacement de corps, on n'a pas le tempo pour l'attacher à la ceinture porte-outil. Voilà. Mais sinon, masse, ça permet de combattre, en chercheur, ça permet d'enquêter, là, c'est de l'enquête, du soin, du combat et de l'enquête, bon, c'est assez variable. Ce qui fait des dégâts, voilà, donc une bonne dizaine. Ce qui permet de faire de l'enquête, on en a une vingtaine, ok, et là, qu'est-ce que j'avais préparé déjà ? Ah oui, les outils qui s'inclinent. Alors pourquoi ça ? Donc par exemple le cryptographe ou le pic à glace. La ceinture porte-outils, si on part du principe que tous les outils qu'on va utiliser occupent un emplacement de main, elle vous permet à un moment donné d'avoir 3 cartes qui occupent un emplacement de main et 2 d'utilisables parce qu'elles sont pas attachées à la ceinture et une pas utilisable parce qu'elle est attachée à la ceinture. Et vous allez vouloir faire tourner les cartes. Donc les cartes, mettons, on va les appeler A, B et C. Vous avez les cartes AB utilisables et la carte C attachée à la ceinture. Vous inclinez la carte A pour l'utiliser. Et maintenant, vous inclinez la ceinture pour intervertir les cartes A et C. Et vous pouvez utiliser la carte C. Phase d'entretien, la carte A se redresse. Round suivant, vous utilisez la carte C, qu'elle ait besoin d'être inclinée ou pas, puis vous l'intervertissez avec la carte A, vous avez la carte A utilisable et redressée, vous l'utilisez. Et donc, il y a le tour où vous allez utiliser la carte A, puis la mettre sous la ceinture pour récupérer la carte C, et les tours où vous allez utiliser la carte C, puis la mettre sous la ceinture pour pouvoir utiliser la carte A. On peut mentionner par exemple le nécessaire empreinte digitale. Vous enquêtez avec +1 et +1 indice supplémentaire, mais il faut l'incliner, donc une fois qu'il est incliné, vous le mettez sous la ceinture pour par exemple récupérer, l'enquête c'est là, pour par exemple récupérer la loupe, qui vous donne également un +1 à vos enquêtes. Enfin, la loupe qui va vous donner un +1 à votre prochaine enquête qui pourrait être faite avec n'importe quoi. Ou l'outil de crochetage, pareil, vous l'inclinez pour enquêter, vous enquêtez avec votre intelligence plus agilité, et une fois que vous avez fait cette enquête, vous ne pouvez plus l'utiliser à ce tour-ci, donc hop, sous la ceinture pour récupérer autre chose à la place. Le grappin de Kimani Jones, qui nécessite aussi d'être incliné. Voilà. Là. Bon. Alors je manque un peu de suite dans les idées dans cette vidéo. Mais donc voilà, la ceinture porte-outils, elle vous prive d'un emplacement de corps qui dans la plupart des decks n'est pas trop utilisé, sauf pour le sac à dos. Pour moi le sac à dos est la carte qui utilise un emplacement de corps la plus répandue.
et ça vous permet de faire une rotation entre 3 cartes outils. Alors, comme je le voyais, les outils qui font du combat, qui font réellement du combat, il y a la masse, qui occupe 2 emplacements de main. Le pic à glace, c'est pas vraiment pour faire du combat, c'est plutôt pour augmenter les chances dans son combat. L'extincteur, alors moi, à titre personnel, j'ai jamais joué. L'appel de fossoyeur, un seul dégât à la fois, c'est pas génial. La tronçonneuse, c'est très bon, mais ça occupe les 2 emplacements de main. Bon. Donc pour du combat, l'outil de combat serait plutôt la tronçonneuse ou la masse, et là on serait dans une logique, j'ai mon arme attachée à ma ceinture tant que j'ai pas à combattre, ce qui me permet d'avoir mon outil d'enquête en jeu, mon outil d'enquête utilisable, par exemple, que je retrouve ça, le pic à glace, vous jouez, allez, prenons un exemple concret, vous jouez Ashcan Pit, vous avez le pic à glace, vous enquêtez avec Duke, le pic à glace vous donne un +1. Il y a un ennemi qui arrive, et vous intervertissez le pic à glace avec la masse, vous combattez avec la masse, vous pouvez combattre avec Duke, et le tour suivant, s'il n'y a pas d'ennemi, vous remettez la masse dans la ceinture et vous récupérez le pic à glace qui vous aide à enquêter. Voilà. Mais je trouve que c'est plus efficace pour les outils d'enquête, où vous allez, dans votre deck, vous mettez 2 copies de l'outil d'enquête A qui nécessite d'être incliné, 2 copies de l'outil d'enquête B qui ne nécessite pas d'être incliné, 2 copies de l'outil d'enquête C qui nécessite d'être incliné, et vous intervertissez A et C, de sorte à pouvoir, à chaque round, les utiliser. Donc vous allez par exemple dire, une action avec l'outil A, puis je le range, puis une action avec l'outil B, et éventuellement une action avec l'outil C, le round suivant avec l'outil... Le round suivant, c'est C, B et enfin A. Ou alors, comme outil qui est en permanence en jeu, vous prenez la loupe. Donc, vous enquêtez avec l'outil A en profitant du bonus de la loupe, vous enquêtez avec l'outil C en profitant du bonus de la loupe, et si vous n'avez pas encore les outils A et C, la loupe vous booste quand même vos enquêtes basiques. Voilà. Bon, la vidéo a été très longue, je vais m'arrêter là. Désolé pour les confusions, j'aurai de mon côté quelques coupures à faire au montage. Demain, dernière vidéo sur les cartes qu'on met volontairement dans son deck, avec affiner, lampe torche de niveau 3 et sanctification d'âme. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.